On était sur les États-Unis où un proche de Donald Trump affirme que les démocrates ont beaucoup de chances de remporter la présidentielle du 3 novembre prochain. À clé ce soir, nous étions avec vous avant la pause et vous pensez donc que le candidat démocrate ne trouve pas des arguments à part le coronavirus pour attaquer son challenger? Non, il ne trouve pas d'argument et ça c'est une faille chez lui. Il faudra qu'il prenne Donald Trump sur la gestion des États-Unis même. Ce qui n'a pas, parce que actuellement, ce qu'on ne comprend pas, les riches sont derrière Donald Trump. Or, c'est eux qui ont la même mise sur les grands électeurs. Donald Trump dit qu'on ne va pas augmenter l'impôt des riches, plutôt qu'on va en diminuer. Ils sont contents. Mais tous ceux qui suivent Joe Biden, ce sont des pauvres, entre griffes, et ils n'ont pas ce pouvoir de pouvoir nommer les grands électeurs. Je me rappelle même si en 2004, comment on appelle, Bill Clinton a failli faire partie des grands électeurs. C'est là où je rejoins mon ami quand il dit que les conservateurs, les riches, là sont derrière. Donc, disons qu'on va utiliser l'argent pour convaincre les gens à voter Donald Trump dans cette histoire et que les Américains sont extrêmement conservateurs. Et si Donald Trump dit que le pays est en danger, tout le monde le suit bêtement. Donc, à moins que Joe Biden trouve vraiment des preuves de défense, parce que quand atteinte à la sécurité de l'État, tout ce qui prend ou touche les Américains, et ils peuvent changer de vote à ton accord. Mais si tout ça va bien, ils s'en fichent pas mal que un pays en Afrique ou en Europe ne trouve pas à manger. Eux, ils s'en sortiront comme ça. Donc, Joe Biden n'a qu'à bien chercher ces informations. Oui, juste pour abonder un peu dans le même sens que mon ami dans son développement, je ne crois pas que le fait que Joe Biden attaque Donald Trump sur le plan gestion Covid soit une faiblesse pour lui, parce que quand même n'oublions pas que nous sommes sur le plan politique, et quand tu trouves une petite faille ton adversaire, tu l'attaques sur ce terrain, et donc c'est comme ça le jeu politique. Et s'il estime que, eh bien, en l'attaquant sur ce point, je peux glaner encore quelques points, je ne pense pas que ça soit une véritable faiblesse pour lui. Alors, mais là, est-ce qu'il est encore possible à nouveau, le soir du 3 novembre, que comme en 2016, les sondages ne se trompent pas à nouveau? Est-ce que c'est encore possible? Parce que là, on a l'impression aussi, quand on regarde les sondages, qu'ils sont maintenant très prudents. Hein. Ils savent comment ils le font pour que ça reflète quand même ce qui va sortir au soir du 3 novembre. Oui, c'est ça. Mais je le dirais toujours dit, Donald Trump a plus d'un tour dans son sac. C'est un monsieur qui est imprévisible. Et sur tous les plans, il est imprévisible. Et surtout que, comme on le disait tout à l'heure, il a le soutien de ceux qui ont la même mise sur les richesses dans le pays et surtout le clin d'œil qu'il fait, comme le collègue dit tout à l'heure, envers donc ces riches-là. On diminue donc. C'est eux qui prennent les grandes décisions. C'est-à-dire que la démocratie africaine doit un peu s'orienter vers la recherche de ce qui fait le bonheur de la démocratie américaine. C'est ça le problème. Parce qu'en Afrique, disons la démocratie, tout le monde est démocratique, etc., etc. On va voter, tout le monde vote, tous ceux qui ont l'âge de voter votent. Mais en Amérique, c'est ceux qui ont la décision du maintien du pays dans la force d'un pays, un grand pays. C'est eux qui votent finalement. On demande à tout le monde de venir voter, mais ceux qui prennent la dernière décision, c'est ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le magot, ceux qui ont l'argent, ceux qui maintiennent le pays dans sa richesse. C'est eux finalement qui votent. Et donc je crois qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Au soir du 3 novembre, c'est possible que les derniers sondages, aussi méticuleuses qu'elles soient, puissent se tromper. C'est possible. Passons à notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. La campagne électorale dans le pays en vue de la présidentielle du 31 octobre prochain a démarré depuis hier jeudi. Les deux principaux opposants, notamment Pascal Afine-Guessa et Henri Konan Bédié, ont appelé à un boycott actif du processus électoral, sans toutefois retirer leur candidature. Henri Konan Bédié ainsi que Pascal Afine-Guessa et le bloc de l'opposition recusent la candidature du président sortant Alassane Ouattara, candidature qu'ils jugent illégale. La Constitution a été changée en 2016 et le camp présidentiel affirme que le compteur de ces mandats a été mis à zéro. Moi, je ne sais pas si vous comprenez, hein, Magloire Kenvi, qu'est-ce qu'on appelle boycott actif? Je crois que c'est la question que je me pose également. Soit on boycotte quelque chose, on ne participe pas,
soit on participe avec l'intention de changer véritablement les choses, de provoquer l'alternance. Mais jusque-là, moi, j'ai énormément apprécié la dynamique unitaire qui est en cours en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les gens, certes, en tout cas par le passé, ils ont leurs différends qui les opposent, mais quand il s'agit de faire un front commun contre le président Alassane Ouattara et sa grande famille politique, le RHDP, dans le processus électoral, ils savent mettre de côté leurs différends pour faire front commun. Et ça, j'ai aimé parce que c'est quand même un peu rare sous nos cieux ici, surtout en Afrique où on fait beaucoup plus de combats de personnes aujourd'hui qui croiraient qu'on verrait ensemble la famille politique de Laurent Gbagbo et la famille politique de Henri Konan Bédié ensemble avec à leur côté un troisième larron qui est en tout cas l'ancien président de l'Assemblée nationale filez-moi son nom qui est en exil politique en France, Guillaume Soro, se mettre ensemble pour empêcher, n'est-ce pas, Alassane Ouattara de remplir pour un troisième mandat. Ça, j'estime que c'est une bonne leçon de démocratie, en tout cas de lutte démocratique que l'opposition ivoirienne est en train de donner aux oppositions africaines. Mais là où je ne comprends pas grand-chose de la suite, c'est qu'au même moment qu'on fait front commun, c'est vrai, on n'a pas un candidat unique, mais le débat est tel que nous nous mettons ensemble, chacun de son côté, pour pousser les choses à ce que Alassane Ouattara ne puisse pas arriver à avoir un troisième mandat comme il le pense. Mais quand quelques jours après, les campagnes électorales commencent et que vous déclenchez un processus, en tout cas le boycott actif de tout le processus, moi personnellement je suppose ou j'estime que conséquemment on devrait se retirer. On devrait se retirer et ça, vous êtes en harmonie avec votre esprit. Mais quand vous maintenez vos candidatures et que vous appelez l'ensemble, en tout cas vos sympathisants et vos militants à boycotter le processus, je ne sais pas à quel objectif on vise finalement. C'est-à-dire que vous êtes dans le même processus, vous appelez vos militants à boycotter, ça voudra dire quoi? Que les gens n'iront même pas voter le jour de l'élection, le 31 octobre prochain, mais ça donnera quoi comme résultat? Ça, honnêtement, peut-être que je saisis mal leur philosophie, mais je pense que, honnêtement, sur ce plan, l'opposition ivoirienne est en train de se mettre des pots de banane, en tout cas, entre les jambes elles-mêmes. Et donc, sur ce plan, honnêtement, c'est pour moi, ça risque de porter un coup dur, n'est-ce pas, à la lutte qu'elle mène depuis un moment, la lutte que moi, personnellement, j'estime bien objective. Alors, quand l'opposition parle de boycott actif ici, c'est-à-dire concrètement, et Magloire le rappelait, elle maintient sa candidature, notamment les deux, Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié maintiennent toujours leur candidature, mais appellent leurs militants à ne pas aller retirer leur carte d'électeur, à ne pas participer justement à quelque opération dans le cadre de la présidentielle. Est-ce que ça n'a pas l'air contradictoire? En fait, je pense que normalement, avec l'avènement d'éthique, il y a de la communication sur toute la planète, donc de l'Afrique. Donc, ça devait quand même donner des leçons aux gens par rapport à d'autres pays. Le Togo en avait fait. Donc, il devait tirer des leçons de ce que nous, on avait fait. Mais il y a une contradiction dans ce qu'il dit. S'il dit un boycott, c'est un boycott. Mais s'ils ajoutent actif, ça veut dire qu'il faut faire tout pour que ça ne marche pas. Au même moment, il fait, dans sa déclaration, il a dit les moyens légaux pour boycotter. Quand vous boycottez, les moyens ne sont plus légaux. Donc, il y a déjà une contradiction là-bas, il dit. Et en plus, ils savent qu'ils sont 4. S'ils tenaient à cœur le pays, je pense qu'ils devaient purement simplement se retirer. Parce que quand il dit aux gens de faire boycott actif, il n'a qu'à monter l'activisme dans ce qu'il est en train de dire. Ils ne le font pas. Et j'ai l'impression que les opposants ivoiriens, ils m'insultent le thème, parce qu'ils sont des hypocrites dans ce qu'ils font. Parce que là où nous sommes, s'ils démissionnent, ils ne vont pas. Ouattara ne peut pas aller à l'élection présidentielle. Il ne peut pas. Donc, ils doivent se concerter et s'entendre. D'ailleurs, ils nous avaient menti ici qu'ils vont faire sortir 250 000 personnes au stade au Faux-Bagné le 10, mais c'est à peine 30 000 ils sont. Et ils ont crié sur le toit. Qu'est-ce qui est gigantesque? La Côte d'Ivoire est au-delà de 22 millions de personnes. Vous réunissez
30 000 personnes, et puis vous criez que vous avez fait... Si on partage, à peine chacun peut prendre 10 000 personnes. Mais c'est anormal. Il faudrait qu'ils comprennent. Ils ne sont même pas unis pour quand même le bonheur des Ivoiriens. C'est pour faire sortir, il faut faire partie à Alassane Ouattara. C'est le problème qu'on fait en Afrique. Il y a une chose, le droit est quand même, comment dire, la démocratie est universelle, mais le droit est enclin à chaque pays. La manière dont vous acceptez de gérer les choses, entre vous, il y a un problème, chaque pays doit l'adapter chez lui. Mais on pouvait quand même comprendre, aller chez Ouattara, nous voulons, mais ils ne comprennent pas. Et ils ont demandé en coulisses, et je pense qu'il y a organisation de prévention des crises qui demandait à la sorte de faire un petit report. Et c'est eux qui ont demandé. Ils se plaignent, mais au moment où ils n'ont qu'à tout se retirer. Puis le problème est vraiment, boycott actif, ça n'a pas de sens si leur mandat est maintenu. Il ne faut pas qu'on joue sur la technologie des mots pour quand même bleuir le peuple. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Alors, on est quand même en face de... Parce que c'est deux principaux opposants, puisque jusque-là, Kouadio Kona, Bertin, Kakabe ne parlent pas beaucoup. On est en face de deux personnes qui sont ce qu'on appelle des hommes d'État. Vous avez un ancien président qui connaît très bien le système. Vous avez un ancien Premier ministre. J'ai envie de demander à quoi il joue. Oui, la question est bien posée. Mais on a comme l'impression que les oppositions africaines s'avancent sans savoir réellement où on va et après sont bloqués et se posent des questions. Ils restent là et on leur passe dessus. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les élections vont avoir lieu. Boycott actif dont on est en train de parler, ce devrait être peut-être une capacité pour l'opposition ivoirienne d'empêcher la tenue de ces élections. Or, il n'en sera rien. Parce que à l'heure actuelle, on ne peut pas l'empêcher. Je ne sais pas si c'est par la rue, je ne sais pas si c'est par des manifestations gigantesques, je ne sais pas. Ou alors, comme le collègue est en train de le dire, on boycotte réellement. C'est-à-dire qu'on se retire. On laisse et Ouattara seul face donc, je ne sais pas, à un mur. Et on verra si Ouattara va aller jusqu'au bout pour organiser ces élections et les gagner. Bon, maintenant qu'on participe et on dit on boycotte activement, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut qu'on nous enseigne n'est-ce pas, l'explication de ces nouveaux termes qu'on est en train de tenir en Afrique. Un boycott actif. Certains l'ont fait quelque part. Ils n'ont rien vu de ça. Certains l'ont fait. Ces élections n'auront pas lieu. Il n'y aura pas d'élections dans ce pays, etc., etc. Mais les élections ont eu lieu et les gens sont allés à ces élections. Donc je crois que nos oppositions africaines doivent se raviser et se dire, si nous voulons être opposition, soyons opposition. On ne va pas être des oppositions. Je l'ai toujours dit que parfois, on parle de l'opposition, mais en réalité, ce sont des oppositions qui ne veulent pas concerter ensemble pour aller vers un combat unique, mais sont éparpillés. Chacun pense, chacun a son calcul dans sa tête, et on dit, bon, non, nous avons le même langage, mais on n'a pas réellement le même langage. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, comme cette affaire de boycott actif, premièrement, moi, je n'y comprends rien, parce que ce n'est pas réaliste. Le langage qu'on devrait tenir, c'était d'aller vraiment vers un boycott. Dire, nous tous, nous quittons la chaise. On s'en va, on rentre chez nous. Va faire cette élection toi seul. Si Ouattara arrive à le faire, il aura la honte donc, du siècle. Mais si jamais il accompagne, il va avoir la victoire, il va gagner sur lui, il va dire, mais voilà, vous avez dit que les Ivoiriens n'allaient pas voter pour moi. Voilà, vous êtes arrivés, ils ne vont pas voter, ils ont voté pour moi. Donc c'est ça. Donc pour être vraiment un boycott, le boycott doit être vrai. Et on se retire et on voit M. Ouattara évoluer seul. On verra ce qu'il peut en faire. Voilà. L'autre point d'incompréhension également dans l'attitude de ces opposants, c'est que, et on a l'impression que c'est maintenant qu'ils se réveillent sur ça, ils évoquent à nouveau l'inconstitutionnalité, l'illégalité de la candidature d'Alassane Ouattara, mais ça c'est consommé déjà. Oui, c'est ce que je dis. Voyez-vous, moi j'ai un problème quand on met beaucoup plus la passion dans la chose politique. La passion, l'émotion, c'est que ça fausse le jeu complètement. Je comprends qu'ils veulent surfer sur l'inconstitutionnalité, n'est-ce pas, de la candidature du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Mais quoi qu'on dise, c'est les mêmes institutions qui ont légalisé cette candidature qui jouent également sur le terrain de l'organisation du scrutin. C'est les mêmes institutions qui ont validé leur candidature, chacun sa candidature. Et donc aujourd'hui, si on table également sur l'inconstitutionnalité de la candidature de M. Ouattara, je me dis, c'est que ça joue contre eux en réalité.
parce que ça met au devant la notion de la crédibilité des institutions de la Côte d'Ivoire. Certes, on le sait, mais ou alors vous vous concertez, vous n'allez même pas aux élections, mais quand vous faites valider vos candidatures par les mêmes institutions qui valident également la candidature du président Ouattara et que vous êtes tous sur le point de départ, mais que vous criez que l'autre n'a pas sa place avec nous, c'est que soit vous-même, vous n'êtes pas conséquent envers vous-même, ou alors vous ne savez pas à quel jeu vous jouez. Moi, je pense honnêtement qu'il est quand même grand temps, au-delà de tout ce que nous disons, de penser à remodeler nos philosophies politiques en Afrique. Je le dis, hein, le boycott en réalité, ça n'apporte rien de positif. C'est que c'est un éveil qui est là, un éveil de conscience. Il faut quand même que tous les politiques, je ne parle pas forcément des opposants ou des partis au pouvoir, parce que là où la démocratie est dynamique, on est au pouvoir, quelques années après, on peut se retrouver dans l'opposition. Mais on doit comprendre une chose, c'est que la dynamique qui est actuellement en cours dans le monde entier est telle que boycotter une élection n'apporte pas grand-chose, n'apporte pas de la plus-value. Et donc c'est pour cela que je dis, soit l'opposition ou les oppositions ivoiriennes en lançant donc un appel à un boycott actif du processus, soit ils le disent, hein, pour penser mettre le président Ouattara en difficulté, sauf que ce qu'ils oublient, c'est que c'est une mauvaise communication qu'ils sont en train de faire, et ça va se retourner contre eux-mêmes, parce que les Ivoiriens qui sont peu éparpillés sur toute l'étendue du territoire, eux, la notion qu'ils ont appris, c'est que on nous demande, nos patrons nous demandent de boycotter de façon active le processus. Eh bien, ne soyons pas étonnés que le jour de l'élection arrive, les gars restent à la maison, ils n'iront pas aux urnes pour choisir leur candidat, et après, même si c'est un seul candidat, c'est un seul électeur qui vote Ouattara, il gagne, on dirait qu'il a gagné à 100%. Et donc, je pense que au-delà du fait qu'il faut changer d'approche, de paradigme, en mettant carrément de côté la notion de boycott, il va falloir également qu'on soigne la communication politique, parce que c'est très important. Le boycott, en fait, c'est un système aussi de la démocratie. Mais il y a des élections qu'on ne boycotte pas. On peut boycotter l'élection présidentielle, mais on ne boycotte jamais l'élection législative. Quand vous n'allez pas, des gens iront, d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient formatés ou bien inventés, ils iront, et là, vous aurez des problèmes. À ce niveau, il y a deux manières de boycotter. Soit, comme on est dans le cas, ils savent que aucun candidat ne peut plus déposer sa candidature là actuellement. Quand il boycotte, Ouattara se retrouve seul. Et ça a de la valeur. Il ne peut pas, il va annuler ou refaire les choses. Au karma, vous allez. Et les gens annulent tous les bulletins. C'est-à-dire que tous ces partisans, on va voir qu'il y a un nombre calculable et important de bulletins nuls. Ils mettent les pas surtout. Ça montre qu'ils ont voté, mais qu'ils ont exprimé que ça ne leur plaît pas. Donc, ils ont aussi boycotté. Mais à leur niveau aussi, je ne suis pas sûr que c'est ce plan, ils sont allés. Le problème, c'est que ce n'est même pas question que nos opposants ont tel, c'est que il faudrait que les gens mettent le peuple même au centre des préoccupations. Parce que quand Bédié s'associait à Ouattara contre Gbagbo avant, et ils pensaient à quoi? C'est-à-dire qu'on devait le laisser aussi être président après. C'est-à-dire que c'est leur intérêt lugubres qui font ces gymnastiques, et ils oublient le peuple. Ils n'ont qu'à, s'il y a boycott même, c'est eux tous, ils ont fait 30 ans de politique, c'est eux tous qu'on doit boycotter. Parce que ce qu'on trouve inconscient, c'est que les gens qui font 30 ans dans la politique ne veulent pas céder aux jeunes. C'est l'inconstitutionnalité même qu'on trouve là-bas. Mais les jeunes ivoiriens, je les comprends, ils nous insultent souvent que nous les trouvons mous, mais je pense qu'on est mieux que jusqu'à présent. Nous, actuellement, quand on a fait les locales, il y a plusieurs jeunes qui ont quand même émergé, mais allez en Côte d'Ivoire, la plupart des maires ne sont pas forcément des jeunes. Donc ils n'ont qu'à plutôt changer les choses positivement. Nous, on a décidé plutôt de ne pas forcément résoudre les problèmes par la violence, mais eux, je pense que la Côte d'Ivoire est un pays d'éternel mouvement de grève ou de violence. C'est comme ils aiment ça. 2010-2011, il y a eu 3000 morts. Mais ça ne leur a rien donné. Mais la seule fois, quand il y a un mort au Togo aussi, vous voyez comment les supputations, c'est que ça gêne même un enfant ou bien une personne. Eux, c'est comme s'ils sont ils sont à l'aise dans ces endroits. Donc, ils n'ont qu'à plutôt prendre conscience pour le pays. Et que moi, à mon avis, et les anciens présidents, plus le Premier ministre, ils doivent
cesser entre eux. Soit ils n'y vont pas, soit ils y vont. Mais n'oublions pas également que l'autre opposant qui est aujourd'hui en exil, Guillaume Soro, a promis qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que finalement, que ce soit un boycott actif ou que ce soit les menaces de Guillaume Soro, l'opposition prépare un coup? Je ne crois pas. Je ne veux pas qu'on essaie un peu de diversion dans cette histoire-là. Je ne crois pas que Ouattara, je ne crois pas que Soro puisse amener la Côte d'Ivoire dans un état de guerre à l'heure où nous sommes. Parce que de toutes les façons, il faut quand même qu'on comprenne, qu'on se rappelle que la guerre en Côte d'Ivoire n'a pas été donc... peut-être elle a été démarrée dans la tête par Soro, mais elle a été activée par Ouattara. Il faut qu'on comprenne ça. Et donc, quand ce monsieur dit de l'extérieur qu'il va tout faire pour empêcher peut-être les élections, je dis c'est du pipeau. Il ne faut pas qu'on fasse confiance à cette affaire-là. Il faut aller sur le terrain de façon beaucoup plus réfléchie. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Cette histoire il n'y aura pas d'élection là, on l'a vu quelque part, je disais tout à l'heure. Et bien les élections auront lieu. Mais elles auront lieu contre. Les deux oppositions ne se ressemblent pas, non, n'oubliez pas. Non, je dis, non, c'est le langage que j'ai un peu à écouter un peu ailleurs. Donc je dis qu'il ne faut pas que les gens posent sur cette affaire-là d'empêcher la tenue de ces élections. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible sur le terrain de l'Ivoirien aujourd'hui. Et une guerre a déclaré jeudi également, ce n'est pas possible. Ce serait peut-être des actions éparses un peu partout. On va provoquer des morts un peu à gauche, à droite. Mais il n'y aura pas une vraie guerre comme ça s'est tenu pendant que Gbagbo était là. Donc je dis aujourd'hui, l'objectif qu'il faut poursuivre, c'est d'arriver à discréditer le scrutin qui est en train de se tenir. C'est ce que nous sommes tous en train de dire ici, de tout faire pour que ces élections donnent l'impression que le peuple a sanctionné tout ce qu'il y a comme élection dans le pays pour obliger aujourd'hui le président Ouattara à entendre raison. Et c'est ce que le collègue est en train de dire tout à l'heure. On peut demander aux Ivoiriens, nous n'irons pas aux élections, allez-y quand même, puisque les élections vont se tenir nécessairement. Allez et puis faites de nombreux bulletins nuls. Et quand on va comparer les bulletins nuls aux bulletins qui ont gagné, on dira que les bulletins nuls ont gagné sur Ouattara et peut-être il va rentrer. Ça ne l'empêchera pas. Oui, ça ne l'empêchera pas, mais quand même ce sera une sanction morale. Et ceux qui le soutiennent, les pays qui le soutiennent, je ne veux pas en citer, mais qui le soutiennent comprendront que le peuple ivoirien a dit autre chose que ce qui est en train de se faire. Et je crois que ça aura son poids dans l'échiquier politique, et dans les raisonnements politiques et dans l'évolution politique de la Côte d'Ivoire. Oui, Samuel, je pense que ce qu'on doit comprendre là, ce qui se joue en Côte d'Ivoire, en réalité, tout le monde sait que Ouattara fait du forcing. Lui-même, il le sait. On peut l'habiller comme on veut, mais tout le monde sait pratiquement que la troisième candidature, la troisième candidature à laquelle postule le président Ouattara, c'est du forcing. Maintenant, si sur le plan juridique, sur le plan législatif et tout, il a tout fait pour se mettre en course, c'est que le gars, pratiquement, il a les garanties qu'il va avoir, ou du moins d'une manière ou d'une autre, son 30e mandat. Maintenant, quand de l'autre côté, Guillaume Soro menace qu'il n'aura pas d'élection, bon, je veux bien le croire, mais objectivement, je pense que c'est également une communication politique, vu que Ouattara connaît l'homme, il connaît comment ils se sont arrangés par le passé pour mettre en difficulté le régime Gbagbo, eh bien, il veut surfer également sur ce terrain-là pour pouvoir le titiller un peu. Mais honnêtement, je ne crois pas que sa menace pourrait influencer le scrutin. À mon humble avis, je pense que les élections auront bel et bien lieu. Maintenant, mon inquiétude, c'est que quelle couleur aura vraiment le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Là, je crois que c'est vraiment un point assez pertinent. Il peut avoir, il va gagner peut-être certainement, mais quelle couleur aura vraiment ce mandat du début jusqu'à la fin? Parce que malgré tout le discours va-t-en-guerre que tient Guillaume Soro depuis Paris, on connaît également le rapprochement qu'il y a entre Ouattara et Paris, mais Guillaume Soro n'a jamais été inquiété. Ça doit dire beaucoup de choses. Ça voudra dire que le monsieur, quelque part, il a un poids. Quelque part, Paris également
connaît le poids de l'homme, il connaît sa capacité peut-être de nuisance entre griffes, il sait de quoi il est capable. Donc peut-être quand le monsieur dit depuis Paris que nous ferons tout pour empêcher les élections, Ouattara n'ira pas aux élections et tout. Mais ça suffit tout simplement quand on connaît le rapprochement qu'il y a entre Abidjan et Paris pour pouvoir mettre la main dessus, mais on l'a jamais inquiété. Ça voudra dire que le monsieur, Ouattara aime l'appeler le jeune homme. Il est jeune, certes, mais il n'est pas aussi très jeune dans la tête, et donc on doit compter avec lui. Donc je pense que la situation ivoirienne, elle est là aujourd'hui, mais rien n'est encore joué. Ouattara peut avoir son 3e mandat, mais Dieu seul sait ce qu'il en sera quant à ce qui concerne pleinement son mandat. Mais l'autre aspect que je voudrais souligner, notre ami l'évoquait tout à l'heure, c'est l'absence un peu relative de la jeunesse ivoirienne sur le terrain politique. Mais sur ce plan, honnêtement, je suis jeune également, mais je dis, prends le leadership sur le terrain politique, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Il faut se batailler dur. Moi, je vois, quand on voit les partis comme les PDCI, les RDR, tout ça, mais je vois de jeunes cadres dans ces partis. Mais il faut écouter ces jeunes parler de la candidature de Ouattara et du président Bédié. Ils vous disent clairement que c'est lui l'homme de la situation. C'est lui en tout cas, l'homme qu'il faut. Mais quand les partis, c'est-à-dire les jeunes cadres du parti, qui incarnent le parti, qui incarnent l'avenir même du parti, disent que c'est le vieil homme qui est l'homme de la situation, on constate tout simplement. Et là, non, franchement, moi je suis d'accord avec... c'est pourquoi j'apprécie cette déclaration de Maître Isabelle Améganvi qui disait, parallèlement à ce débat-là, que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on doit forcément propulser des femmes, on doit les placer à des postes stratégiques. Non, il faut batailler dur, il faut montrer qu'on est capable de porter une vision politique pour se retrouver soit président ou secrétaire général d'un parti. Ça ne se décrète pas. Alors, dernière question, vous répondez rapidement. On a vu ce que l'annonce même de la candidature de Ouattara à un 3e mandat a provoqué. Il y a eu 15 morts. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour le 31 ? Vu la communauté internationale, tous, ils envoient des facilitateurs là. J'ai l'impression que dans leur tête, l'élection là doit avoir lieu. Ça a déjà eu lieu. J'aurais tenté même de répondre à la question sur Guillaume Soro. En fait, il se voit utilisé par Alassane Ouattara. Et que la France lui aurait fait aussi des promesses non tenues. Et donc, c'est ça, il brandit. Sinon, en droit international, on ne peut pas quitter Côte d'Ivoire, aller inquiéter Guillaume Soro. La France n'aurait plus de crédibilité. Donc, c'est sur ce plan-là. Mais l'élection en elle-même, que Ouattara soit élu, ou pas, d'ailleurs, il sera élu, ça n'inquiétera personne parce que les dés sont déjà joués. Ce que moi je crains, c'est ce que je vais dire toujours. Il y a des jeunes de 10 ans, il y a des vieux de 10 ans et des jeunes de 90 ans. Donc si eux-mêmes, ils ne veulent pas, quand on est dans un parti... On ne veut pas grandir. Vous permettez que je vous cette parenthèse au Togo malheureusement, je dois rendre l'antenne. D'accord, il y a eu l'élection. Là où les jeunes doivent être, on les remplace encore. C'est normal. Et pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, je pense que l'élection, la CEDEAO et les organisations internationales sont en train de faire tout pour que il n'y ait pas de problème. C'est la crédibilité sur l'élection là que moi je suis en train de voir. D'accord. Partons pour la grande pause et on revient après le journal.